Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous en ce premier panel hivernal de Vivre en ville. Merci d'être présent en aussi grand nombre. Là, on voit que ça continue de rentrer. On est content de vous accueillir avec nous ce midi. Je m'appelle Catherine Craig-Saint-Louis. Je suis conseillère aménagement et urbanisme chez Vivre en ville et responsable du bureau de Gatineau. Je serai votre hôte, l'animatrice ce midi. Tout d'abord, quelques petites consignes quand même. On est en formule webinaire, donc les caméras des participants, les micros des participants sont toutes fermés. Mais on vous invite à interagir avec nous via l'option conversation ou converser, donc par le chat. On récolte les questions, on a un œil là-dessus pendant l'heure du dîner. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des questions dans cet espace-là. Juste avant de passer la parole, peut-être juste un petit mot, bien que la majorité d'entre vous connaissent probablement Vivre en ville, là, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On est une organisation d'intérêt public qui contribue partout au Québec au développement de collectivités viables. Donc, on œuvre tant à l'échelle de la rue, par exemple, du bâtiment, que celle du quartier, mais aussi jusqu'à l'agglomération. Donc, le dernier panel de l'automne qui portait sur les questions de la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci portait surtout sur les projets immobiliers. Puis on se retrouve aujourd'hui autour des enjeux de l'adaptation de nos milieux de vie aux inondations. On s'intéressera à ces questions en compagnie de panélistes, d'invités à qui je souhaite officiellement la bienvenue, mais que je présenterai dans un moment parce que d'abord, je vais laisser la parole à ma collègue Catherine Perrat, qui est également conseillère aménagement et urbanisme et qui accompagne chez Vivre en ville des municipalités dans la transformation qui sont nécessaires là, en résultat des inondations. Catherine, je te laisse la parole. Merci Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Est-ce que mon écran est bien visible? Catherine, tu me confirmes? Parfait. Donc, c'est ça, je vais juste prendre quelques minutes là, avant qu'on débute le panel pour faire une courte introduction à quelques concepts clés, puis aussi vous parler là, du projet qui est mené par Vivre en ville sur la transformation des milieux touchés par les inondations. Donc, on sait que les inondations majeures que le Québec a connues dans les dernières années, notamment en 2017 et en 2019, ont motivé plusieurs acteurs, autant au niveau du gouvernement québécois que dans le monde municipal, dans le monde de la recherche et dans la société civile à s'intéresser plus sérieusement à la question des inondations. Et les événements ont mis en lumière que les stratégies de gestion des risques qui sont déjà en place ne répondent pas toujours à l'ensemble des défis en matière d'aménagement du territoire et qu'il reste beaucoup de travail à faire pour que nos milieux de vie existants s'adaptent et se transforment pour mieux gérer ces risques, mais aussi pour répondre aux autres besoins et aspirations des collectivités. Donc, on est dans un contexte où les municipalités cherchent et expérimentent des solutions pour s'adapter et c'est dans cette optique-là que le panel d'aujourd'hui a pour titre « Mieux vivre avec l'eau, adapter nos milieux de vie aux inondations ». Donc, pour débuter, quelques concepts très, très rapides. J'aimerais d'abord rappeler que... bon, je vais pouvoir changer de diapo. Oui. Rappeler que le terme inondation, évidemment, fait référence à une grande variété de phénomènes qui peuvent avoir des causes et des conséquences qui sont très différentes et qui devront évidemment être abordées différemment par les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, nous avons notamment au Québec les inondations en eau libre, dont on va probablement beaucoup parler aujourd'hui, qui sont causées là, par une augmentation significative du débit d'eau dans un cours d'eau. Donc, quand on parle d'inondation dans le langage courant, c'est souvent à ce phénomène-là qu'on fait référence, mais il y a évidemment d'autres types d'inondations, notamment par embâche, qui sont causées par un amoncellement de glace ou de débris dans un cours d'eau. Ensuite, nous avons aussi des inondations par submersion qui vont se produire dans les secteurs côtiers et qui résultent de plusieurs phénomènes maritimes, comme les marées et les tempêtes. Et bon, il pourrait y avoir différentes typologies, là, mais je vous présente un quatrième type qui sont les inondations par refoulement, qui sont parfois associées à l'un des phénomènes que j'ai mentionnés, mais aussi au ruissellement des eaux pluviales qui peut causer des inondations lors de pluies intenses, qu'on soit près d'un cours d'eau ou non. Pour continuer sur les concepts, je voulais aussi mentionner que l'inondation comme telle, c'est une des composantes du risque d'inondation, mais c'est vraiment la combinaison de l'aléa inondation avec la présence d'éléments exposés et vulnérables à la montée des eaux qui vient créer ce risque-là dont on parle. Donc, les éléments exposés peuvent être des personnes qui ont des niveaux de vulnérabilité différents, mais aussi des bâtiments ou des infrastructures avec des usages et des activités qui vont être plus ou moins vulnérables selon le contexte.
Donc, si on s'intéresse à cette exposition et à cette vulnérabilité, bien, au Québec, on doit composer avec le fait qu'on a de nombreuses municipalités qui ont des secteurs urbanisés construits dans une plaine inondable et que chaque secteur a vraiment ses particularités. Donc, pour donner là, des petits exemples, on a des municipalités où on a quelques bâtiments plutôt isolés qui sont touchés. On en a d'autres où on a carrément un noyau villageois qui est presque entièrement dans la plaine inondable. On a des résidences, mais on a aussi des entreprises, des commerces, des infrastructures, des institutions publiques comme des écoles dans certains cas qui s'y trouvent. On a parfois des constructions qui sont relativement récentes, mais on a aussi des secteurs plus anciens avec, par exemple, des bâtiments d'intérêt patrimonial. On a des bâtiments qui sont, dans certains cas, plutôt bien conçus ou parfois moins bien conçus pour faire face à une inondation. On a des populations aisées, mais aussi des populations vulnérables, des secteurs où les citoyens sont bien organisés pour faire face aux inondations, puis d'autres où ils sont un peu plus pris au dépourvu. Donc, vraiment, on a une multitude de cas de figure qui appellent à des solutions adaptées. Et ici, comme à travers le monde, il y a différentes stratégies d'aménagement qui ont été mises en œuvre à l'échelle des collectivités. La plus connue, probablement celle où on tente de restreindre l'entrée de l'eau dans une collectivité. Donc, j'ai mis l'exemple bien connu de la Nouvelle-Orléans, qui est une ville qui est censée être protégée là, par un système complexe de digues. Dans d'autres cas, on choisit de faire de l'espace pour le passage de l'eau. Ça peut se faire de différentes façons, avec des infrastructures vertes, avec des bâtiments surélevés, par exemple. Donc, je vous montre l'exemple d'un quartier à Romorantin, en France, où on aurait qualifié une friche industrielle pour y construire un quartier qui est censé être adapté là, aux inondations d'une certaine ampleur. Et dans d'autres cas, on va choisir plutôt de démolir ou encore de ne pas construire dans des endroits très exposés. Donc ici, je vous présente là un projet de désurbanisation progressive d'un secteur sur une quinzaine d'années qui se fait en France également, à Blois. Donc, un secteur où on souhaite éventuellement y installer d'autres activités à la place des habitations qui s'y trouvaient. Donc, on parle du secteur qui est à droite sur l'image ici. Donc, c'est vraiment des exemples là, très généraux. Puis je vous les présente parce qu'en fait, quand on choisit une stratégie ou plusieurs, ça implique de se poser des questions importantes en tant que collectivité, notamment de quel niveau de risque on est prêt à tolérer, quel secteur on veut protéger, puis sur quels critères on se base pour les sélectionner, quel secteur on voudrait choisir de relocaliser. Comment on s'assure que si on fait des démolitions, on ne génère pas d'autres enjeux comme de l'étalement urbain, par exemple. Puis si on réaménage des plaines inondables autrement pour des activités moins vulnérables, bien, comment on le fait, puis comment on en fait des atouts pour les collectivités. Donc, toutes des questions vraiment de fond qui sont importantes à se poser, puis qu'on pourra peut-être aborder aujourd'hui. Et finalement, juste pour terminer l'introduction, pour pas que nos panélistes aient trop parlé des concepts de base, pour terminer, je voulais rappeler, bon, évidemment, plusieurs d'entre vous le connaissez, l'encadrement actuel réglementaire là, des plaines inondables au Québec, on compose avec la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, qui essentiellement là, vient régir les constructions dans les zones de grands courants où les inondations sont plus fréquentes, puis dans les zones de faible courant où elles sont moins fréquentes. Par contre, le gouvernement a annoncé là, en 2020 dans le plan qu'on voit ici à droite qu'on est en train de réviser ce cadre-là puis qu'on s'en va davantage vers une approche différente qui serait axée sur la gestion des risques. Donc, on pourra en reparler dans le panel. Et pour terminer, je vais vous parler rapidement du projet que Vivre en Ville mène sur le thème qui s'intitule « Assurer une transformation durable des milieux touchés par les inondations », qui est réalisé grâce au financement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc qui vise à mobiliser, outiller et accompagner les décideurs dans les MRC et les municipalités locales ayant été touchées par des inondations et qui offre 3 types d'activités. Donc, on réalise en ce moment une tournée là, des collectivités pour mieux comprendre les enjeux puis en discuter. Et ensuite, à coût réduit, grâce au financement du MAMACH, on offre aussi des ateliers de formation et des accompagnements dans le cadre desquels on élabore un projet urbanistique avec les collectivités participantes. Puis, dans le cadre de ces activités-là, on cherche vraiment à aborder la question de la transformation des milieux dans une approche urbanistique globale, puis on s'assure de travailler avec les parties prenantes qui ont les expertises nécessaires pour enrichir le projet urbanistique.
Donc, si jamais ces activités vous intéressent, je vous invite à consulter notre site web ou à me contacter directement pour en discuter. Et je vais repasser directement la parole à Catherine pour débuter le panel. Donc, merci beaucoup, Catherine. Ça va sonner drôle s'il y a des gens qui écoutent ça juste en audio. Fait que merci à Catherine Perra pour la petite la mise en contexte là, pour débuter le panel. Fait que ce que je vous propose, c'est qu'en rafale, je vais vous présenter nos 3 panélistes. Merci encore d'être avec nous. Puis juste avant, un petit rappel de consigne. Là, je vois que dans le chat, je reçois des questions. C'est normal, comme participant, que votre caméra et que votre micro soient fermés. On vous invite à nous écrire des questions, des commentaires dans le chat, à réagir à ce qui se dit, mais c'est ça d'utiliser vraiment l'outil converser ou chat ou discussion là, qui est dans le bas de votre écran pour pouvoir nous interpeller durant le midi. Alors, sans plus tarder, je vous présente en rafale les 3 panélistes, puis on se lancera tout de suite là, dans le début de la discussion ensuite. Donc, Myriam Nadeau, conseillère municipale du district de Pointe-Gatineau depuis novembre 2013, suite aux inondations de 2017 et 2019 et aux nombreuses démolitions qui ont eu lieu. Myriam a entrepris d'élaborer un plan directeur d'aménagement des terrains laissés vacants. Par ce plan, elle souhaite améliorer la qualité de vie et le bien-être de la communauté qui y demeure toujours, mais aussi de rendre le quartier plus résilient à de futures inondations. On a bien hâte de poursuivre la discussion à ce sujet-là. Deuxième panéliste, Nicolas Milot, conseiller en recherche, communauté métropolitaine de Montréal. Il est responsable des enjeux de l'eau au service de l'environnement et de la réglementation relative aux inondations. Il détient un doctorat en sciences de l'environnement spécialisé sur les enjeux sociopolitiques de la gestion de l'environnement. Et troisième, mais non la moindre, vous comprendrez que ce n'est pas un ordre qui veut annoncer quoi que ce soit, mais la troisième panéliste, Mme Isabelle Thomas, qui est professeure titulaire à l'Université de Montréal. Elle a fait son doctorat à la Sorbonne sur la thématique de l'étalement urbain et la restructuration des friches industrielles dans les villes de l'Ohio. En 2017, elle a co-dirigé un livre intitulé « La ville résiliente, comment la construire », paru aux presses de l'Université de Montréal. Et les projets qu'elle développe, en particulier en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, permettent à son équipe de participer aux grands chantiers actuels lancés par le plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations. Ses contributions les plus importantes concernent l'élaboration d'une méthode d'analyse de la vulnérabilité sociale et territoriale aux inondations en milieu urbain. Donc, merci à tous les 3 d'être avec nous. On commencerait en fait déjà un peu plus pour approfondir certaines questions qui ont attrait aux enjeux ou aux problématiques, peut-être pour compléter entre autres là, la présentation de Catherine qu'on a reçue à l'instant, parce que quand on s'intéresse par exemple à l'aménagement des plaines inondables, c'est généralement dans le but d'assurer la sécurité des personnes. C'est probablement pour la plupart d'entre nous, je m'inclus là-dedans, vous aurez compris que je ne suis pas une spécialiste là, en matière d'inondation. On pense à la sécurité des personnes et à réduire les dommages aux biens. Mais au-delà de ces priorités qui sont très importantes, on en conviendra, les inondations soulèvent d'autres enjeux. Peut-être que pour lancer la discussion, j'inviterai Mme Nadeau en premier, si ça vous va, peut-être à nous parler un peu des quartiers dans votre ville, chez vous, en fait, si vous pourriez nous parler des enjeux que vous rencontrez en particulier pour tout ce qui est qualité de milieu de vie, appartenance à un milieu qui a été touché par des inondations, fait en rapport avec ces enjeux-là qui sont peut-être plus de l'ordre de la vie communautaire. Oui, bien, merci pour la question. C'est effectivement un aspect tout à fait crucial, je dirais, du rétablissement, puis de comment on construit la résilience des communautés, toute cette notion-là humaine. D'abord, il y a plusieurs secteurs à Gatineau qui ont été inondés, puis je pense que qu'est-ce qui caractérise, c'est vraiment la diversité des contextes et des milieux socio-économiques des différents endroits qui ont été inondés. L'historique aussi, là, de ça faisait combien de temps qu'il y avait des communautés d'installer dans ces différents secteurs-là. Je vais me concentrer sur le mien parce que c'est celui que je connais le plus. Dans le district de Pointe-Gatineau, le secteur qui a été le plus lourdement touché et où on compte à peu près au-delà de 110 démolitions dans l'équivalent d'un quadrilatère d'une douzaine de rues, là, à proximité d'une sortie d'autoroute, entre autres, où il y avait 2 centres communautaires limitrophes à une maison de quartier, etc. Donc, un milieu qui était
je dirais, fortement urbanisé, puis qui n'est pas nécessairement ce qu'on peut qualifier d'une erreur urbanistique, dans le sens où c'était vraiment le cœur d'un village qui s'est établi là depuis 1876 avec les pionniers qui ont bâti cette communauté-là avec toute l'industrie de la drave, du bois sur la rivière. Puis je peux faire un comparatif avec ce secteur-là et d'autres rues où on a eu beaucoup d'inondations, mais où, contrairement au secteur de Pointe-Gatineau, il y a eu très peu de démolitions en comparaison parce que c'est des maisons qui ont été construites, je dirais, dans les années 90, 2000, où on peut s'imaginer qu'il y aurait eu du remblai pour permettre des constructions à ces endroits-là, vraiment des maisons plus cossues sur le bord de la rivière, où c'est une longue rue qui borde la rive, alors que dans mon secteur à moi, c'était vraiment un milieu de vie complet là, qu'on pourrait désigner. Donc, ce qui fait en sorte que tout autour du cœur où il y a eu ces démolitions-là, il reste une densité de population, il reste un milieu de vie. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui se sont relocalisées à quelques rues de l'endroit où leur maison a été démolie. Et vraiment, il faut faire la distinction entre le fait que c'est vraiment le voisinage qui a été décimé, mais le quartier, lui, est encore là. On a encore des rues. On a des rues d'ailleurs où il reste 3 maisons sur la vingtaine qui s'y trouvaient, mais ces gens-là demeurent encore dans un quartier. Et pour ceux qui restent, c'est vraiment là où les efforts sont mis de lutter contre un sentiment d'abandon, puis de transformer tout ce passif qu'on a en ce moment en un actif, de réinventer une façon d'habiter le quartier pour ces gens-là. Donc c'est vraiment aussi pour tout ce qu'il y a autour de contrer une dévitalisation du secteur pour ne pas voir s'effriter la vie de quartier qui peut encore être, je dirais, rebâtie dans le cœur de ce milieu-là. Merci. Merci de lancer la discussion. Puis peut-être, d'ailleurs, j'aurais envie de me tourner vers M. Milot, peut-être pour poursuivre, si ça vous inspire, évidemment, là, dans cette direction-là, parce que les plaines inondables, par exemple, du Grand Montréal sont en grande partie urbanisées. On y retrouve des résidences, des commerces, des services, des industries. Fait qu'en quelques mots aussi, des milieux de vie complets, là, comme Mme Nadeau mentionnait. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réalité? Qu'est-ce que ça implique pour les municipalités qui sont touchées par des inondations? Cette situation-là? Je pense que, puis pour faire du pouce sur le propos de Mme Nadeau, on est devant des espaces vivants. Hein. On n'est pas devant des milieux naturels que l'on songe à développer ou pas. Pour nous, dans la CM, c'est plus de 80% des plaines inondables sont des secteurs déjà développés. Pour donner un ordre de grandeur là, aux personnes qui écoutent, simplement autour du lac des Deux-Montagnes, donc vraiment la MRC de Deux-Montagnes, l'ouest de Laval, le nord-ouest de Montréal, Vaudreuil-Dorion. C'est une valeur d'actifs d'à peu près de 2,5 milliards de dollars qu'on trouve dans le cadre bâti résidentiel seulement. Je ne compte pas l'institutionnel, je ne compte pas l'industriel ou le commercial. Donc, ça donne, je pense, une bonne image de l'ampleur de ce qui s'y trouve, de l'impossibilité de penser à simplement relocaliser tout le monde, mais de l'obligation qu'on a de penser au dynamisme de ces milieux-là et de ne pas simplement considérer l'aménagement de la zone inondable comme étant une chose que l'on fait maison par maison, permis par permis, programme d'indemnisation par programme d'indemnisation. Or, malheureusement, c'est ce qu'on vit au Québec. Présentement, le cas des 120 maisons là, relocalisées, donc détruites à Gatineau, j'en ai à Deux-Montagnes, à Laval aussi. C'est toutes des décisions qui ont été prises individuellement. Aucun plan d'ensemble, c'est un programme qui s'applique et qui vient, dans le fond, un peu orienter la façon dont on va aménager le territoire alors qu'il n'est pas fait pour ça. C'est un programme qui vise à indemniser des personnes dans un contexte de dommages. Et l'enjeu, je pense, vers lequel on se tourne maintenant, c'est de dire il y a des secteurs où le niveau de risque soit tout simplement trop grand. Il n'y a pas lieu de maintenir des habitations là. Mais la très grande majorité de la zone inondable est constituée de niveaux de risque faibles, modérés, et ces milieux-là sont déjà construits, représentent des valeurs à la fois pour les individus, mais aussi pour les municipalités. Et c'est de faire en sorte que dans le discours qu'on a, où on pense essentiellement à limiter les dommages, hein, c'est beaucoup ça le discours qu'on entend. Les inondations, ça crée des dommages, on devrait limiter ça. Mais ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'il y a des valeurs à maintenir pour les villes,
pour les individus. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit se tourner. L'enjeu pour nous, il est beaucoup de cette nature-là. Comprendre qu'on va devoir réfléchir à maintenir du monde en place. Et ce que ça veut dire, donc, ça veut dire, c'est accompagner ces gens-là. À la fois, pendant les inondations, s'assurer que le maintien en place se fait de manière adéquate, mais aussi dans toute la planification de l'aménagement du territoire, pour faire en sorte que tout ce qu'on va faire comme intervention, à la fois sur les bâtiments, sur le réseau routier, sur les réseaux périphériques, je pense à des pistes cyclables, des trottoirs, éléments communautaires, que dans une plaine inondable, on s'oriente sur le service possible que ces éléments-là vont pouvoir donner à une population le jour où elle se retrouverait à être inondée. Et quand on s'en va en France, en Angleterre, c'est ce qu'on observe beaucoup. C'est une planification vraiment où c'est plus juste à l'échelle de la maison. C'est tout ce qui est en zone inondable, le 1% du temps où c'est mouillé. Bien, comment on mobilise tout ça pour faire en sorte d'avoir un quartier où les individus sont moins impactés, où, bien entendu, on aura relocalisé les personnes qui sont tout simplement trop à risque, mais qu'on n'aura pas perdu de vue qu'il y a des gens qui le sont moins et qu'il faut prendre en charge ces personnes. Donc, je dirais que c'est beaucoup vers ça. Je dirais que c'est le nouveau plan gouvernemental, puis surtout la façon dont on va y donner vie, parce que présentement, c'est des mesures, c'est des souhaits. On doit mettre ça de l'avant. Je pense que c'est de passer d'un modèle où on gérait cas par cas la zone inondable à une approche vraiment où on planifie notre zone inondable. Merci, merci, M. Milot. Puis vous avez peut-être commencé à en discuter. J'aurais envie de prendre la balle au bon, là, de dire, bon, il y a différents profils de personnes qui restent dans ces lieux-là. Peut-être, Mme Thomas, si ça vous va, bien sûr, on pourrait peut-être compléter ce portrait-là des enjeux avec la question qu'on va peut-être avoir souvent dans notre imaginaire collectif en tête, le fait que ce sont des populations aisées qui demeurent au bord de l'eau. On en a parlé un petit peu là, jusqu'à maintenant, mais comment la question de la vulnérabilité sociale et territoriale se présente-t-elle peut-être dans vos projets de recherche ou si vous pouviez élaborer un peu là-dessus à ce moment-ci? Oui, absolument, avec plaisir. Ben, c'est sûr que grâce au cadre de prévention de sinistres, on a pu travailler avec mon équipe à Réaction sur plusieurs projets concrets et on se rend compte qu'un élément fondamental pour pouvoir comprendre les enjeux sur un territoire, ça va vraiment être, et puis Catherine nous présentait justement les différents éléments du risque en début de projet, ça va vraiment être de faire des diagnostics, d'établir des diagnostics très précis des vulnérabilités localement, tant de l'aléa que justement ces vulnérabilités sociales et territoriales et aussi de l'accessibilité, excusez-moi. Parce que forcément, on peut avoir des quartiers ou des maisons qui ne vont pas être inondées parce que ici, on va avoir du remblaiement, là, on va avoir d'autres enjeux, mais il faut vraiment pouvoir comprendre, et puis je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Milot de ce côté-là, les enjeux et y réfléchir au niveau des quartiers. Autre point important, et puis là, je fais un petit peu un lien avec Madame Nadeau, c'est aussi vraiment s'assurer, quand on a des inondations, de faire des retours d'expérience. On en fait beaucoup avec le ministère de la Sécurité publique et c'est essentiel, c'est fondamental parce que ça permet justement de comprendre, parce qu'avec les diagnostics de vulnérabilité, on va avoir les chiffres, on va avoir les cartes qui sont plus ou moins précises. En revanche, aussi avec nos retours d'expérience, on va pouvoir comprendre vraiment pourquoi les gens sont partis, pourquoi ils sont restés, quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et on en a fait un pour Gatineau, on le présente, et aussi pour De Montagne, Catherine Perras a d'ailleurs vraiment bien travaillé sur ce projet-là. Et ça nous permet de vraiment comprendre finalement qui part, qui reste, pourquoi. Là, on travaille avec Saint-André d'Argenteuil aussi. On se rend compte qu'on a des populations qui ont été inondées en 2017, qui ont été inondées en 2019. Ce ne sont pas forcément des populations riches. On se rend compte qu'on a aussi beaucoup de populations âgées, de ménages seuls, aussi des ménages avec des familles, des enfants. Et finalement, dans ces retours d'expérience, on se rend compte que ces données sont très, très importantes pour comprendre que une personne retraitée qui a été inondée en 2017, qui a été inondée en 2019, elle n'a pas forcément les moyens, la possibilité, la capacité finalement de rester. Alors, on a aussi toujours cet enjeu entre l'attachement à l'endroit où on vit, parce que ce sont quand même, comme vous le disiez, dans le cas de Gatineau, on peut avoir des milieux de vie qui sont là depuis des années, donc on veut y rester, mais d'un autre côté, avec ces populations vieillissantes, on a aussi besoin Nicolas, tu en parlais tout à l'heure, de cet accompagnement, parce qu'on a des populations qui veulent éventuellement se délocaliser. L'autre enjeu dans ce cas-là, ça va être de réfléchir en effet à différentes échelles. Donc, on a l'échelle de la parcelle, mais très important l'échelle du quartier et encore plus de la municipalité. Par exemple, là, on travaille
dans le cadre d'un projet, encore une fois, avec le ministère de la Sécurité publique, sur le projet et sur le cas de Saint-André d'Argenteuil, qui a été inondé en 2017 et en 2019. Et c'est évident qu'il faut vraiment réfléchir en termes d'intégration, c'est-à-dire que peut-être que dans certains secteurs, on va devoir faire des replis, mais où est-ce qu'on peut reconstruire et comment est-ce qu'on peut reconstruire finalement de façon résiliente pour que les citoyens restent dans leur ville, parce que très souvent, quand même, les citoyens, ils sont quand même attachés à ce cadre de vie. Donc, c'est complexe et ça demande des données, des cartes et aussi des retours d'expérience pour pouvoir comprendre les enjeux et puis ensuite poser des gestes qui vont vraiment être adaptés aux enjeux locaux. Merci, merci. Je pense que ça fait bien qu'on pourrait assurément en parler toute la journée. Un bon tour d'horizon, peut-être déjà là, un autre tour de table sur les enjeux. J'aurais envie de vous amener, sans plus attendre, un peu peut-être sur la piste là, de on convient que cette idée-là de mieux vivre avec l'eau, elle est centrale, de l'aborder à différentes échelles. Peut-être de discuter maintenant un peu de comment ça prend forme, tout ça. On a commencé un peu, mais dans les projets, dans les réglementations, dans les activités qui sont mises en place. Fait que peut-être que je lancerai la balle à M. Milot, si vous êtes en mesure de nous parler un peu de comment dans la communauté métropolitaine de Montréal, comment est-ce que ces idées-là sont intégrées peut-être là, dans votre nouveau règlement basé sur le risque? Oui, petite précision d'entrée de jeu, le nouveau règlement qu'on a commencé à élaborer là, en 2019, bien entendu, on s'est rattaché à la mouvance provinciale là, qui est d'élaborer maintenant un règlement provincial. Donc, juste pour repositionner des éléments historiques là, qui sont quand même importants. Mais je pense que à partir du moment où on se dit comment on pense à mieux vivre avec l'eau, c'est donc, premièrement, ça paraît peut-être un peu simpliste, mais d'accepter qu'on va vivre avec l'eau. Et présentement, la PPRLPI, là, le cadre en place, se fout pas mal de cette dimension-là. Essentiellement, c'est un outil qui accompagne l'émission de permis et qui nous dit quels sont les droits pour les personnes qui vivent dans certaines conditions. À partir du moment où on va se dire on veut mieux vivre avec l'eau, c'est donc qu'on doit aller au-devant de cette réalité-là. Nous serons, comme je disais tout à l'heure, mouillés un certain pourcentage du temps, avec plus ou moins de fréquence. Et là, ça nous ouvre vers la question qui était jusque-là totalement absente de notre cadre au Québec, c'est la question de la vulnérabilité. À partir du moment où on se dit qu'on veut mieux vivre avec l'eau, ça nous demande de développer les capacités pour évaluer qu'est-ce qui est capable de bien vivre avec l'eau, étant donné son niveau de vulnérabilité. Présentement, dans la PPLPI, par exemple, dans la zone de Grand Couvent, qu'une maison soit inondée à 30 cm de profondeur ou à 2 mètres de profondeur, il n'y a aucune différence. Or, on sait que c'est fondamentalement différent d'avoir de l'eau par-dessus la tête ou d'en avoir aux chevilles. Donc, les outils qui vont nous permettre de mieux vivre avec l'eau vont devoir nous permettre d'aller vraiment à l'échelle des vulnérabilités à considérer. Puis Isabelle vient de le dire de manière très juste. Ces vulnérabilités-là, on doit être capable de développer les outils pour les observer à l'échelle d'un bâtiment, mais aussi à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville. Puis on pourrait même remonter jusqu'au bassin versant là, pour certains cas. Je pense notamment aux petits bassins versants très réactifs où la question, par exemple, de l'imperméabilisation de l'eau, du sol, pardon, devient une variable très importante à considérer parce qu'une mesure d'adaptation pourrait être justement de s'assurer d'une plus grande perméabilisation du sol. Alors que, par exemple, pour la rivière des Outaouais ou le lac des Deux-Montagnes chez nous, le bassin versant de l'Outaouais, je pense que même si on allait reperméabiliser les surfaces qui ont été artificialisées, on n'aurait pas un impact si grand que ça sur la quantité d'eau finale qu'il y aura dans les zones touchées. Et donc, ça nous demande cette capacité-là. C'est ce qu'on a voulu mettre en place à la CMM là, depuis 2 ans avec notre bureau de projet sur la gestion des risques d'inondation. C'est vraiment de mettre en place les capacités techniques d'analyse pour produire ces analyses-là. Parce qu'au final, c'est ce qu'on va devoir faire. Pour le cas de Gatineau, qu'on connaît bien parce qu'on a des échanges très fréquents avec l'équipe là, de la ville de Gatineau qui travaille sur ces questions-là, il y a toute une dynamique d'acquisition de données, de connaissances qui permet de connaître très finement le territoire, de proposer un diagnostic qui est quand même très, très précis. Et aujourd'hui, en 2021, on est capable, les moyens géomatiques sont tellement puissants qu'on est capable de vraiment identifier les vulnérabilités, mais aussi les différentes solutions qui sont à mettre en place. Et si on est dans une logique de risque, bien là, on va se dire que oui, il y a le fait d'être exposé à l'aléa, mais on peut aussi travailler sur la vulnérabilité de ce qui est en place. Et donc, de jouer sur ces 2 éléments-là, l'exposition et la vulnérabilité des choses, je pense que c'est ce qui donne la pleine saveur de cette idée-là de vivre avec l'eau. Parce que jusqu'à maintenant,
il y avait un certain côté, là, les yeux bandés, là, en regard à la zone non arbre. On considérait toutes choses égales par ailleurs sur un trop vaste territoire. Merci. Puis au risque d'étaler devant public là, mon ignorance, mais l'acronyme que vous avez utilisé là, en début de... est-ce que vous pouvez le dire au long? Je ne sais pas si... parce que ce n'était pas la politique de protection des rives, c'était un autre... La PPRLPI, la politique de protection des rives du littoral et de la plaine inondable. Ah, fait que c'était celle-là. Super. Parce que j'attrape des petites choses comme ça, puis je me dis, pour le bénéfice d'un coup que quelqu'un dans les quelques 150 spectateurs se posait la même question que moi, merci. Je ne voulais pas trop diverger là, de la discussion, mais dans cette même idée-là, vous avez commencé à en parler, M. Milot, peut-être, Mme Thomas, est-ce que vous seriez à l'aise de poursuivre avec un peu, peut-être, certaines notions ou illustrations là, de qu'en est-il quand les municipalités... justement, travaille à la relocalisation de bâtiments ou encore à l'adaptation de ces bâtiments-là, à la montée des eaux. Est-ce que vous voyez ça dans les projets que vous faites ou les travaux que vous avez en cours? Puis est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un peu là-dessus? Déjà, oui, bien sûr. Et puis, je veux aussi revenir avec justement cette nouvelle mouvance, ce nouveau paradigme de vivre avec l'eau, parce que pendant des années, on a beaucoup résisté. On a quand même, on a vu là dans les premières dias l'exemple de la Nouvelle-Orléans, donc on a pensé que les digues étaient la solution pour tout. Et en fait, ce qui est très, très important, si et quand on veut vivre avec l'eau, c'est d'aller faire et poser des diagnostics de vulnérabilité, d'aléas, mais aussi de résilience, parce qu'il faut tout un cadrage avec des indicateurs d'ailleurs que je développe dans un projet à Saint-André d'Argenteuil avec le MSP, le projet Amersi, parce que cette reconstruction, elle doit être pensée et elle doit être adaptée. Donc, parfois, et ça, on va utiliser un mix d'outils. Donc, parfois, en effet, il va falloir relocaliser et réfléchir au déplacement de bâtiments qui sont beaucoup trop sensibles et à risque d'inondation. Donc là, on va parler de la sécurité des biens, des personnes, mais aussi de l'environnement, parce qu'on a quand même parfois dans ces bâtiments, des bâtiments qui ne sont pas liés aux égouts, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir en termes global de redéveloppement durable. Et puis, forcément, ensuite, il va falloir réfléchir aussi et aller trouver des scénarios de reconstruction. Et ce qu'on veut, c'est aussi de se reconstruire, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, dans la même ville. Et donc là, on va aller chercher, on regarde à l'international et on regarde aussi, parce qu'on veut que ce soit adapté forcément à notre contexte québécois, et quelles sont les bonnes pratiques. Et on l'a vu tout à l'heure, par exemple, le quartier de Matra, bon, ben ça peut être une bonne pratique. Ça veut dire qu'on va reconstruire un quartier en zone inondable constructible, mais pas trop à risque. Et là, on peut penser comment est-ce qu'on fait la métamorphose de la ville, de l'environnement. Bon, là, ça peut être justement vivre avec l'eau, mais on s'assure que les bâtiments vont être éventuellement surélevés, d'avoir une transparence hydraulique. Alors, on va avoir des solutions. Et ce qui est très, très important, c'est qu'on ne peut pas faire du copier-coller dans toutes les municipalités québécoises, parce que aussi, l'aléa n'est pas le même. On a des aléas où on va avoir des embâcles, on a des aléas où on va avoir un courant, une vitesse plus ou moins importante. La profondeur aussi des inondations est fondamentale. Donc, forcément, c'est grâce à ces analyses de vulnérabilité et ensuite ce cadrage vis-à-vis de la résilience qu'on peut mettre en place des outils qui vont vraiment être adaptés. Et dans ces outils, mais comme vous le disiez, ça va être, et ça c'est vrai qu'il faut mieux le faire par quartier, en réfléchissant ou par route, là, pour éviter le mitage, parce que le mitage, c'est aussi un enjeu très très important par rapport à la santé mentale. Quand on voit un quartier petit à petit se déconstruire, le tissu complètement disparaître, c'est quand même très difficile pour les populations. Et donc, ça permet de réfléchir à une reconstruction, mais qui va être globalement intelligente. Merci. Excusez pour le petit délai, je cherchais mon micro. Merci. Puis là, on couvre, là, on ratisse large. Il y a plein de notions. C'est extrêmement intéressant. Peut-être que j'aurais envie aussi, Madame Nadeau, peut-être si vous pouviez nous parler un petit peu, là, parce qu'on a certains éléments là, qui sont sortis pour la communauté métropolitaine de Montréal, pour des projets particuliers là, dont Madame Thomas nous parlait, mais à Gatineau aussi, peut-être un peu ou quelques mots sur la démarche là, d'aménagement des terrains vacants dans votre district en particulier. Si vous pouviez peut-être là, nous partager là, un peu de votre expérience.
Oui, ça va me faire plaisir. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça réagir peut-être à certaines choses qui ont été dites en amenant vraiment un point de vue de la personne qui est sur le terrain puis qui a partagé beaucoup de moments difficiles, entre autres, avec ces gens-là, ces sinistrés-là, puis que c'est un travail que je continue dans le quotidien. Puis qui est beaucoup plus difficile, je dirais, maintenant que quand la seule chose à faire, c'est d'amener des sacs de sable. Là, une fois que ce trauma-là est passé, pour les médias puis pour le commun des mortels, il y a des gens qui continuent de souffrir avec des grosses blessures, puis il y a beaucoup de questions qui se posent, surtout pour ceux qui restent, ceux qui ont pu quitter. Ça a été dur, c'est difficile, mais il y a une page qui a été tournée. Pour les autres, c'est des plaies béantes qu'ils côtoient tous les jours. Et c'est un grand sentiment d'incertitude sur l'avenir qui les habite. Donc, je suis tout à fait contente d'entendre le point de vue des gens qui sont dans la planification puis dans les études. Puis, tu sais, moi, je pense qu'on doit beaucoup s'inspirer de ce qui se fait ailleurs parce que je pense qu'effectivement, au Québec, on a trop longtemps négligé cette question-là, puis on a trop longtemps fait comme si ça n'arrive pas souvent, c'est exceptionnel quand ça l'arrive, alors que de plus en plus, on voit la récurrence de ces événements-là, puis on peut juste s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus de la récurrence. Puis, c'est pas juste les inondations, on peut aussi parler des épisodes de pluie diluvienne que Gatineau a aussi connu à plusieurs moments dans les dernières années. Donc, il y a la question d'accepter de vivre avec l'eau que je trouve qui est tout à fait intéressante au niveau de ce que ça amène pour les planificateurs et les décideurs. Mais il y a aussi toute la notion des attentes que les citoyens doivent avoir par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, quelle part de responsabilité ils ont, eux, d'accepter d'aller vivre dans un endroit où ils doivent apprendre à vivre avec l'eau. Puis j'ai l'impression que ce bout-là, il y a encore beaucoup de chemin à faire chez une grande partie de la population. Puis on le voit aussi au niveau de la préparation face à des sinistres. Là, la culture de sécurité civile au Québec a besoin d'être travaillée, là, entre autres, pour faire face à des épisodes comme ceux-là. Donc, oui, on a fermé les yeux. Là. J'aime l'expression qui a été utilisée de dire ben, c'est aussi une avenue qu'on pourrait regarder plutôt que de dire oui ou non. Tu es en zone 0-20, tu ne peux rien faire. Tu es en zone 20-100, ben, tu peux faire, mais avec tel critère. Puis je pense que cette notion-là nous a amené à fermer les yeux aussi sur des situations où, ah ben non, tu ne peux pas avoir ton permis, tu es en 0-20, puis quand tu reviens 5 ans plus tard, tu es rendu en 20-100 ans, puis là, ah ben tiens, voici ton permis. Puis je pense que ça le fait en sorte qu'on a beaucoup d'endroits dans les municipalités qui se sont développés, qui n'auraient jamais dû être construits, qu'on aurait dû construire justement en ayant plus de finesse dans la façon dont on autorisait les choses. Tandis que là, on avait un régime qui faisait en sorte, bien, vu que je ne peux pas, je vais m'arranger pour être capable. Puis là, une fois qu'il est capable, bien, là, on se retrouve dans des endroits où on a beaucoup de populations qui sont à risque et qui ne sont pas prêtes à affronter ces risques-là. Donc, moi, je crois qu'il n'y a effectivement pas de mur à mur. Et comme le disait M. Milo, c'est ce que Gatineau fait en ce moment, c'est qu'on veut être outillé et armé de la science et des données pour être capable de déterminer si, oui, tel quartier mérite d'être immunisé ou d'être protégé avec telle solution, ou bien telle solution n'est pas applicable à tel endroit, ou bien à tel endroit, ça ne vaut pas la peine. La meilleure solution, c'est de délocaliser les gens. Et puis ça va être des discussions extrêmement difficiles qu'on va avoir dans les prochaines années. D'abord, le gouvernement doit l'accoucher, son nouveau cadre réglementaire pour que les villes soient capables de s'arriver puis d'arriver à proposer des projets comme ça aux bureaux de projets qui vont s'installer un peu partout dans ces zones-là. Et puis moi, c'est ce que je souhaite. Puis ça va être un travail difficile, mais c'est un dialogue et une conversation qu'on va devoir avoir avec nos citoyens pour qu'ils arrivent à comprendre ce que ça veut dire. Puis c'est pas parce que c'est à Pointe-Gatineau, par exemple, où il y a eu plus de démolitions, que c'est l'endroit où il y aurait dû en avoir le plus, ou c'est l'endroit qui devrait être moins prioritaire à rebâtir selon des constructions perméables ou qui s'adaptent ou avec des moyens de protection, versus des endroits où il y a peut-être eu peu de démolitions, mais c'est des endroits où on n'aurait jamais dû se retrouver avec la population qu'on a là, puis où les gens sont peut-être même plus à risque à cause de la proximité puis des accès que les services d'urgence peuvent avoir quand l'eau monte. D'être une seule longue rue qui longe la rivière, puis en arrière, dans la cour, c'est des marais puis des milieux humides, versus un secteur où tu as des rues quadrillées avec plusieurs points d'accès, une sortie d'autoroute puis des commerces de proximité. Fait que
Puis je pense qu'il y a les données, il y a la science, puis il y a aussi la notion d'éthique qui va être très importante dans les choix qu'on va avoir à faire. Ce n'est pas parce qu'une communauté est bien cossue et où on a beaucoup de sous comme citoyens qu'on devrait dire, bien, nous autres, on est capable de le payer, de remonter la rue, fait que nous autres, laissez-nous faire ça. Il faut vraiment se dire qu'on est dans cette situation-là. On a pris des décisions dans les dernières années qui nous ont collectivement amenés à vivre ce qu'on vit en ce moment. On doit collectivement en assumer les coûts et s'assurer qu'on fait les choix pour le bien commun et non pas pour des intérêts particuliers. Puis je pense qu'à ce niveau-là, un des éléments qui manque dans ce qu'on a comme approche, c'est justement toute la notion de délocalisation, des questions de dignité là-dedans. Tu sais, moi, en 2017, les gens me disaient « Madame Nadeau, aidez-nous à sauver notre maison, même si on a dépasser le seuil de dommages, on va être capable de la rénover. » Ben, en 2019, ce que les gens me disaient, c'est « Madame Nadeau, aidez-moi à me qualifier pour qu'on puisse m'acheter ma maison puis que je parte, même si je n'ai pas atteint le seuil de dommages. » Fait que ça aussi, il faut être capable d'avoir des outils qui accompagnent nos populations là-dedans puis d'être à l'écoute de leurs besoins d'abord et avant tout. Puis pour ce qui est de la question sur comment on s'y prend à Pointe-Gatineau, bien, je dirais qu'en ce moment, on est vraiment dans une période où les citoyens avaient besoin qu'on commence à poser des gestes, malgré le fait qu'on n'a pas encore toutes les réponses de Québec sur ce qu'on va être capable de faire, puis que nous, de notre côté, on n'a pas encore toutes les données scientifiques pour proposer ou pour valider si les solutions de perméabilisation, de protection du quartier sont toutes viables ou valables. Mais pour le drame collectif qu'on a vécu, c'est important de se dire bon, on est capable d'avoir autre chose que des terrains en friche, puis de se dire qu'on vit dans un quartier fantôme. Donc, il y a des premiers efforts qui ont été faits avec la communauté, puis on est vraiment axé à mettre de l'avant des projets qui ont cette notion-là de collective et qui viennent répondre à des besoins de la population environnante en partenariat avec des institutions du secteur. Donc, le premier, puis on a, pour l'anecdote, en 2019, la journée même, on voulait distribuer la lettre pour inviter les gens à participer à la mise en place du projet, puis leur expliquer qu'on voulait faire un jardin collectif en bac, installer du mobilier urbain. La même journée, on venait déposer les poches de sable parce qu'on savait que l'eau s'en venait. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été une réalité avec laquelle on a dû vivre là, pour voir, ben OK, ben on va mettre de côté ça, puis on va y revenir. Puis les gens ont dit, bien là, on ne va pas attendre encore, voir si en 2020, on va se faire inonder. On voulait faire de quoi cette année, on va le faire. Fait qu'on a inauguré un banc. Puis le printemps d'après, ben, on a mis nos bacs. Puis c'est des petites victoires qu'on arrive à se donner ensemble. Puis là, cet été, c'est ce qu'on a fait. On a aménagé un lot, mais c'est l'équivalent d'un carré, un pâté de maison au complet où avant, il y avait 8 maisons, où on est venu installer des jardins en bac collectif, où dans le fond, tous ceux qui veulent venir récolter ou semer ou s'en occuper peuvent, qu'ils habitent le secteur ou pas. Donc, ça aussi, c'est bien parce que ça l'amène des citoyens de partout dans la ville qui sont venus faire des sacs de sable, mais aujourd'hui, ils peuvent venir se nourrir là, puis échanger avec les gens du quartier. On a, avec une haie de tournesol, on a installé des tables de pique-nique. Bon, c'est sûr que la pandémie a fait en sorte qu'on a dû ajuster ces activités-là. On a semé un jardin de vivaces à partager où les gens, au fil du temps, vont pouvoir venir en déposer puis repartir. Puis c'est vraiment de cette notion-là de comment on peut habiter l'endroit sans qu'en ce moment, on puisse y mettre de maison. Puis on verra si plus tard, on pourra en mettre. Donc, c'est vraiment là. Puis on avait le camp de jour de la maison de quartier qui est juste à côté, dont les enfants venaient arroser les bacs durant l'été. Donc, là, les parents découvraient l'endroit. Puis, c'est vraiment de continuer à raconter l'histoire des gens qui ont été là, puis de ceux qui y sont encore. C'est vraiment ça qui tient à cœur aux gens. Merci, merci. Puis, tu sais, avant peut-être de passer à quelques questions du public, est-ce qu'on peut élaborer peut-être, je ne sais pas, Mme Thomas ou M. Milot aussi, tu sais, sur la question un peu peut-être des perceptions des populations, justement, parce qu'on finalement, on travaille chez eux, on réfléchit beaucoup à quelque chose de très émotif qui est soit leur quartier, leur rue, leur maison, mais dans les approches que vous avez, le travail que vous faites, est-ce que la population adhère? Je sais qu'on a commencé à répondre à cette question-là, mais si vous avez envie d'ajouter là-dessus, comment est-ce qu'on compose avec ces différentes perceptions-là? Comme Mme Nadeau le disait, là, il y a 4 ans, les gens demandaient quelque chose, 2 ans plus tard, ben, ça a déjà un peu évolué, mais comment est-ce qu'on peut travailler avec ces perceptions-là? Peut-être Mme Thomas, puis...
Oui, mais c'est sûr qu'on réalise quand on travaille sur différents cas d'études, donc que ce soit la Nouvelle-Orléans, le Richelieu ou d'autres villes au Québec, que très souvent, la population n'a pas forcément la perception de vivre dans une zone inondable ou derrière une digue jusqu'à ce que la catastrophe arrive. Et donc là, forcément, ce qui va être très important, ça va être de développer une culture du risque avec des informations claires, robustes. Et donc ça, c'est la communication du risque avec différents types d'outils et aussi que ces outils soient adaptés aux besoins de la population parce qu'une population âgée ne va pas forcément avoir accès à des tweets ou à un téléphone intelligent. Donc là, ce qu'on fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on crée aussi dans notre équipe de recherche, ça va être des outils qui sont adaptés comme des accroche-ports, des petits guides, etc. Donc ça, c'est vraiment pour développer une connaissance du risque. Ensuite, il est très important, quand on va développer des solutions, d'impliquer les citoyens et d'impliquer les citoyens même le plus souvent possible dès le début des projets. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Évidemment, selon l'ampleur et la taille de la ville, on va devoir utiliser des outils différents. Moi, je me souviens, à la Nouvelle-Orléans, on avait utilisé tout un système pour que des citoyens qui étaient même encore évacués puissent participer à la réflexion sur les solutions. Mais c'est sûr qu'on parle beaucoup de co-construction. Et cette co-construction, elle doit impliquer les parties prenantes, que ce soit les citoyens avec des ateliers. Et puis justement, là, bravo à Gatineau, avec une mise en œuvre concrète de petits gestes qui vont permettre de resserrer les réseaux sociaux informels et puis de commencer à revivre sur un territoire qui quand même a été complètement déstructuré. Et puis ensuite, grâce à ces ateliers, on va aussi présenter des scénarios qui permettent de réfléchir sur des solutions acceptables. Parce que très souvent, quand on a des solutions, même du côté de nos analyses plus scientifiques, il faut absolument pouvoir montrer les enjeux de certains types de reconstruction pour qu'on puisse aller vers une solution qui soit la meilleure solution pour toutes. Et très important aussi, je vais finir avec ça et je vais laisser Nicolas parler, ne pas engendrer d'éco-gentrification ou ne pas engendrer plus d'inéquité. Là, c'est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Orléans avec un projet que j'aime beaucoup, le Mirabeau Garden District dans le quartier de Gentilly, où ils ont redéveloppé tout un parc public avec accès à la population. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte autour? C'est que justement, on a une gentrification du quartier avec les populations plus aisées qui peuvent y avoir accès. Donc, il faut vraiment réfléchir et j'apprécie beaucoup ce que Mme Nadeau nous dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision à long terme. Et il faut se rendre compte aussi que grâce à cette culture du risque et grâce à ce développement de la connaissance, les perceptions vont être beaucoup plus fortes et finalement, les solutions qu'on va apporter vont être viables, durables, mais ça, c'est sur un plus long terme. Merci. Puis peut-être qu'en vous laissant également répondre, M. Milot, j'insérerai une question du public. Là, je vois le temps qui file, il est midi 49. Puis quelqu'un dans le public nous demande d'ailleurs, je trouve que ça reste dans le sujet là, des perceptions puis de comment travailler à cette sensibilisation-là tous ensemble. Pensez-vous que les villes devraient se doter d'agents de résilience pour accompagner, par exemple, les sinistrés dans leur relocalisation? Mais on pourrait aussi imaginer dans cette sensibilisation-là ou cette production d'outils. Je pourrais vous laisser poursuivre. Sur la question des perceptions, je pense qu'il faut pas perdre de vue qu'on va toujours vivre avec des perceptions contrastées dans ce jeu, dans ce terrain-là. Il y a les individus qui restent sur le bord de l'eau, il y a ceux qui sont inondés, qui ne sont pas sur le bord de l'eau, il y a les personnes avec des maisons plus cossues, moins cossues, il y a le reste de la population qu'on dit souvent qu'ils ne veulent pas payer pour les gens qui vivent en zone inondable. Tout ça se mêle et je pense que c'est un défi pour les personnes qui sont dans la position de la planification, de développer premièrement une forme d'empathie à toute épreuve pour ces différents discours-là, parce qu'il n'y en a pas un qui est moins logique que l'autre. Ils ont tous lieu d'être. Un cas magnifique qu'on a vécu, c'est en 2 temps une municipalité qui pensait à protéger un territoire avec un ouvrage de protection. Tout le monde est d'accord, mais le jour où on parle de l'ouvrage, bien entendu, ceux qui vont le vivre sur leur terrain, l'ouvrage, développent une vision qui est différente et c'est tout à fait normal. Donc, je pense que ces éléments-là, ils sont à prendre en charge
dans le travail de la planification. Et il ne faudrait surtout pas abandonner ce travail-là simplement aux élus. Puis là, je regarde Mme Nadeau qui est là, parce que nous, c'est une des premières choses qu'on a vécues en 2017, c'est-à-dire mon interlocuteur à moi en tant que communauté métropolitaine, c'est le maire, c'est l'élu, c'est le conseiller municipal qui me parle d'un drame et qui me dit que souvent, ce drame-là, il ne survit pas dans la planification. On le perd de vue par des outils qui sont souvent trop rigides, qui ne sont pas faits pour prendre en charge ces dimensions-là. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important. Pour ce qui est des agents de résilience, écoutez, moi, je pense que l'idée, elle est bonne, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une structure cohérente de la relocalisation, de la résilience, ça va être mettre beaucoup, beaucoup de choses entre les mains de personnes qui, dans le fond, n'auront pas les bons outils pour faire ces travaux-là. Présentement, notre programme d'indemnisation du MSP joue le rôle d'un programme de relocalisation alors qu'il n'est absolument pas fait pour ça. Et ça donne des effets pervers, comme on a vu dans plusieurs municipalités. Ça donne de la gentrification parce que, bien entendu, quand c'est un pourcentage de la valeur d'une maison qui devient le critère pour reconstruire ou non, mais les maisons les plus cossues, bien entendu, on n'atteint jamais la moitié de la valeur de la maison. Donc, il reste des maisons chères. On détruit les maisons qui ont moins de valeur. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas vraiment réfléchi à la séquence habiter la zone inondable, partage de responsabilité entre la personne, la municipalité, l'État québécois et des objectifs qu'on va se donner, je pense qu'on peut mettre tous les agents de résilience qu'on veut sur le terrain, ils n'auront jamais les bons outils pour accompagner les gens. Et ça, c'est sans doute notre plus gros défi. Et ça ne sera pas juste dans un règlement provincial qu'on va devoir faire ça. Ça va être dans la réforme d'un programme, ça va être dans la mise en place du fameux PRAFI, là, je m'excuse d'un autre acronyme, là, mais le programme de financement là, du nouveau plan gouvernemental où on veut financer la relocalisation. Il va falloir que ce soit un vrai programme de relocalisation planifié où on reconnaît la vraie valeur d'une maison et non pas une valeur arbitraire. Nous, le 200 000 ou 250 000 basé sur la valeur moyenne d'une maison au Québec a excessivement mal passé dans la CMM parce que la valeur moyenne d'une maison sur le bord de l'eau, on est beaucoup plus près du demi-million, voire du million. Donc, ça crée une distorsion immense des réactions épidermiques magnifiques de personnes qui se sentaient lésées. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on dise OK, de la résilience à la relocalisation, on a vraiment besoin de se doter de nombreux outils qui doivent être pensés en cohérence les uns avec les autres. Et après ça, oui, on aura besoin de personnes pour accompagner les individus qui sont souvent peu outillés pour prendre les décisions qu'ils ont à prendre dans des contextes quand même souvent de tension là, très, 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 très palpables. Puis on a reçu... Oui, allez-y, Mme Nadeau. Tu sais, dans le rôle, vous avez parlé d'empathie puis d'outiller les gens qui n'ont pas tous les outils. Là, je vous dirais que l'agent de résilience, là, ça a été les élus sur le terrain, là, puis ça a malheureusement continué de l'être alors que c'est parce qu'on n'est pas outillé pour affronter ça, puis vous l'avez bien exprimé, on a besoin d'une diversité d'outils, on a besoin que ces outils-là soient agiles, puis d'avoir des programmes qui s'adaptent à la réalité, non pas de chercher à faire fitter la réalité dans un programme. Puis en ce moment, c'est dans ça qu'on est. Mais j'ai espoir en l'avenir avec la vision qu'on a en ce moment au niveau du gouvernement qu'on va arriver à se rendre à ça, là. Puis c'est pour ça que les municipalités sont extrêmement importantes puis doivent être au cœur de ces concertations-là avec le gouvernement parce que c'est nous qui sommes au front littéralement quand ça arrive. C'est nous qui devons dire non aux gens, c'est nous qui pouvons leur dire oui, c'est nous qui pouvons leur dire ben pas comme ça. T'sais. Donc, les municipalités ont vraiment un rôle là, important là-dedans, puis on doit avoir ces outils-là pour être capable de bien planifier notre territoire, qui est une délégation de pouvoir que le gouvernement nous donne là, dans sa loi sur l'aménagement. Puis, tu sais, peut-être que ça va englober déjà une partie de la discussion qu'on a eue, mais il y avait deux autres questions là, qui traitaient un peu quand même de la question de se dire, bien, d'où devrait venir, par exemple, cet argent-là pour nous aider à aménager mieux en zone inondable, à avoir un peu comme M. Milot, vous avez commencé à en parler, un peu ce cadre intégré, fait que cette réflexion qui part de plus haut pour englober toutes les actions, sans utiliser peut-être le dernier tour de table pour parler de sous, mais si quelqu'un avait envie de peut-être renchérir sur cette idée-là là, des différentes échelles à avoir en tête, des différents paliers de gouvernement notamment qui doivent venir ensemble, des différents acteurs. Peut-être qu'on pourrait
ouvrir et terminer un peu sur cette question-là là, de qui sont les acteurs qui doivent être dans cette réflexion-là. Puis peut-être un petit mot de la fin, fait que si tout le monde voulait garder ça court, chacun vous auriez la chance là, de faire un dernier petit mot. Ben, je vais me lancer. Là. Moi, je pense que le gouvernement fédéral, au niveau de l'adaptation au changement climatique et de la résilience, définitivement, de donner des outils de l'air en donnant de l'argent aux municipalités, puis encore là, en déléguant, puis en faisant confiance aux municipalités et au gouvernement provincial qui ont cette responsabilité-là. Je veux dire, les sous ne sont pas dans les villes. Là. On a 58 des revenus de taxes et d'impôts pour gérer 8 des infrastructures. Déjà, il y a un déséquilibre fiscal immense, mais on a besoin d'avoir de l'argent pour être capable de répondre à ces questions-là. C'est sûr qu'il y a une part aussi d'argent individuel. Quand on parle de la responsabilité de la personne qui veut aller vivre dans ce milieu-là, bien, il y a une partie de ça qui lui revient à elle. Mais moi, je parle dans les mesures de protection de quartier ou d'aménagement urbain. C'est clair que ce n'est pas les villes qui ont les outils financiers pour répondre à ça, mais c'est elles qui ont l'expérience terrain, puis les connaissances, puis la vision à long terme de leur territoire. Donc, c'est à elles qu'on doit donner les sous pour être capable d'amener ces projets-là à terme pour le bénéfice des populations. Merci. Peut-être M. Milot, sous la barre d'une minute et demie. Oui, ben, je ferai un lien avec un bout qu'on a effleuré le thème à quelques reprises, mais toute la question de la responsabilisation. Je pense que avec la responsabilité de diminuer les vulnérabilités, de diminuer le niveau de risque des personnes qui sont en zone vulnérable, va venir dans le fond une responsabilité financière face à ça. Il y a des contextes qui vont être à étudier. Il y a des secteurs qui sont là depuis toujours, disons depuis l'établissement des premiers noyaux villageois. Donc, ces personnes-là n'ont jamais enfreint une règle pour être là. Mais il y a sans doute eu des modifications au fil du temps qui font en sorte que la vulnérabilité s'est accrue. Qui profite de ces éléments-là, bien entendu, c'est le ménage, c'est le foyer, c'est le propriétaire qui est à cette échelle-là. Maintenant, la ville aussi a certains bénéfices à avoir une partie de sa zone inondable occupée, mais a certaines responsabilités qui viennent avec. Et dans la structure, puis Mme Nadeau l'a bien expliqué, dans la structure de la relation entre l'État québécois et les municipalités au Québec, bien, on a vraiment ce déséquilibre-là qui nous renvoie à l'éternelle question de l'officialité municipale. Mais il en demeure pas moins qu'on en a un bel exemple là, de partage du bénéfice. Parce que moi, je pense que c'est aussi comme ça, puis je finirai là-dessus. Habiter ou mieux habiter la zone inondable, c'est se poser la question entre l'équilibre entre la réduction des dommages, mais le maintien des choses qui sont bénéfiques au fait d'habiter cet espace-là. Et rappelons-nous qu'on est en train de parler d'une forme de contrainte naturelle, alors qu'il y en a plusieurs autres pour lesquelles on se pose beaucoup moins de questions, que ce soit des contraintes naturelles ou anthropiques. Là. Donc, je pense qu'on est capable d'avoir cette agilité-là et de penser à des solutions qui vont trouver une distribution juste là, des responsabilités financières, parce qu'il y a aussi des gains à faire. Je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. Merci. Madame Thomas, peut-être avant que je refasse un petit mot de la fin logistique, voudriez-vous compléter, ajouter? Oui, tout à fait. Ben, on peut regarder aussi un petit peu les expériences à l'international. On voit aux États-Unis, là je vous ai parlé de la Nouvelle-Orléans avec le Gentilly Mirabeau Garden. Bon, Madame Nadeau, vous avez raison, en fait c'est un programme fédéral. C'est un programme fédéral avec tout un montage qui a permis, grâce à un concours, à la ville et au quartier de pouvoir se redévelopper. Puis là, je vous ai donné un exemple, mais en fait, ils ont réussi à développer d'autres éléments, infrastructures vertes et bleues, et faire le lien entre les unes et les autres. Donc, c'est évident que ce serait vraiment intéressant d'avoir une sorte de programme avec, par concours où les municipalités pourraient proposer des projets. Ce qui est très, très important, c'est de s'assurer qu'on va avoir un cadrage. Parce que c'est sûr qu'on a besoin d'argent, puis cet argent, il faut aussi forcément qu'il vienne du provincial, en faisant un arrimage entre les différents ministères. Évidemment, un pourcentage avec les municipalités, puisqu'elles elles ont aussi une partie de responsabilité. Et puis, très, très important, aller avoir des programmes ciblés pour les citoyens pour qu'ils sachent comment finalement redévelopper leurs parcelles ou comment s'adapter. Parce que l'immunisation, elle doit se faire de manière adéquate. Moi, je me souviens, là, j'ai eu des informations, par exemple, sur les clapets anti-retour où les citoyens se sont inondés eux-mêmes. Donc, c'est sûr
sûr qu'il faut aussi pouvoir accompagner. Il faut vraiment avoir ces différents éléments et donc on va financer différentes choses. On va financer des formations, on va financer des actions à différentes échelles et ce qui est très important, c'est de voir qu'il faut des montages et que ces montages aussi, ils vont intégrer un suivi parce qu'une infrastructure, parce qu'une digue, parce qu'un aménagement, un parc, ben, il va demander un financement, mais après, il va falloir le maintenir. Et donc, il faut aussi penser pas à l'action tout de suite, mais à l'action sur le long terme. Merci. C'était intéressant de lire le chat, intéressant extrêmement de vous avoir avec nous. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Je souhaite seulement quand même peut-être rappeler que la rencontre d'aujourd'hui était enregistrée. Fait que pour ceux qui se posaient la question, là, vous pourrez la revisionner là, sur le site web de Vivre en Ville dans notre contenu vidéo, comme nos autres panels d'ici quelques temps. Je veux quand même vous souhaiter un bon après-midi, une bonne semaine à vous. Puis peut-être juste avant de clore, là, vous rappeler qu'on aura un prochain webinaire le 17 février prochain, Vivre en Ville, sur le thème de « Y a-t-il une vie pour les centres d'achat ». Fait encore une fois, un grand merci à nos panélistes. Merci à Catherine pour la mise en contexte, puis au plaisir de poursuivre ces discussions avec vous prochainement. Bon après-midi. Au revoir.